la nuit se remplit de rêves. Le temps prend son temps. Chut. Dors, mon grand. Voici une note pour la nuit. Douce nuit d'été ou longue nuit d'hiver. Nuit calme et reposée ou nuit trop riche en faits divers. Nuit blanche lors d'une nuit noire où même la lune s'est dérobée. Je te propose juste quelques photos de notre monde, face B. Voici une note pour la nuit qui nous a vu remplir tellement de pages qu'à cet instant, je la fixe sur ma feuille comme un image. Elle offre au poète tellement d'heures sans bruit. À ce qui paraît, la nuit, tous les stylos sont pris. Times Square, minuit, chaleur, sueur, été à Manhattan. Un tourbillon de détritus, de papier et de boîtes vides de Coca-Cola danse dans le sillage des voitures. Ajustant sa ceinture en peau de crocodile, Yacida serre ses jupes jaunes, bleues et grenats autour de sa taille de guêpe blessée. Guêpe en colère, dandinant son corps métis, des gens du turban et de l'Andalousie. Les nerfs du visage torsadé, Yacida piétine les tessons de verre écrasés sur le goudron et se hâte en traversant un groupe de sans-abri, les uns allongés, d'autres accroupis, la tête entre les jambes, d'autres encore à genoux fouillant les poubelles. Tous gémissent le blues funèbre de ceux qui meurent en léchant les flaques de bière et de graisse de hamburgers dégoulinant des sacs poubelles éventrés. Quand les comètes vont et viennent, formidables, apportant la lueur des gouffres insondables à nos fronts soucieux. Brûlant, volant peut-être âme, peut-être monde, savons-nous ce que font toutes ces vagabondes qui courent dans nos cieux? Qui a donc vu la source et connaît l'origine? Qui donc, ayant sondé l'abîme, s'imagine en être mage et roi? Ah, fantômes humains courbés sous les désastres! Qui donc a dit, c'est bien, éternel, assez d'astres? N'en fais plus, calme-toi. L'effet séditieux limiterait la cause? Quelle bouche ici-bas peut dire à quelque chose? Tu n'iras pas plus loin. Sous l'élargissement sans fin, l'apport ne plie. La création vit, croît et se multiplie. L'homme n'est qu'un témoin. L'homme n'est qu'un témoin frémissant d'épouvante. Les firmaments sont pleins de la sève vivante, comme les animaux. L'arbre prodigieux croise, agrandit, transforme, et mêle aux cieux profonds comme une gerbe énorme ses ténébreux rameaux. J'aime la nuit avec passion, je l'aime comme on aime son pays ou sa maîtresse, d'un amour instinctif, profond, invincible. Je l'aime avec tous mes sens, avec mes yeux qui la voient, avec mon odorat qui la respire, avec mes oreilles qui en écoutent le silence, avec toute ma chair que les ténèbres caressent. Alors, je rappelle que tout ce que je vais raconter est vrai et que vous pouvez même aller vérifier. Bon, il faut savoir parler anglais pour celui-là, mais voilà, donc ça s'appelle Apollo 10 et les étrons volants. Alors, un étron, les enfants, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Même chez les grands, je ne sais pas. Un étron, c'est un caca. Voilà. Tiens. J'ai pas encore mangé, donc pour moi tout va bien. Désolée pour ceux qui sont en pleine digestion. Bien. Donc Apollo 10, évidemment, c'est la mission qui était avant Apollo 11, celle qui a marché sur la Lune, donc c'était la répétition générale. Voilà, bon, poser un peu de décor, donc c'était en 1969. Mais je crois que Alors, Apollo 10 et les étrons volants. Ah, les astronautes, ces héros de l'ère moderne que l'on voit avancer au ralenti sur l'aire de lancement enfumée, engoncés dans leur combinaison bibendum tout en réussissant à rester sexy, des surhumains, je vous dis. Le casque sous l'aisselle vaillante et les cheveux au vent terrestre. Oui, même Bruce Willis avait des cheveux à l'époque d'Armageddon. Ne commencez pas à me contrarier. Bien. Mais vous savez ce qu'on dit. Pour être moins impressionné par quelqu'un qui vous impressionne, imaginez cette personne toute nue.
S'il faut être maso pour déshabiller mentalement beau papa et si ça peut donner l'effet inverse si votre patronne est une bombe ou si le professionnel de l'espace en question est Thomas Pesquet, pour n'en citer qu'un parfaitement au hasard, hein, la technique permet de se souvenir qu'après tout, nous ne sommes tous que de pauvres mortels, même les astronautes. Oui. Oui, oui. Bon, laissez tomber la nudité, finalement c'est trop touchy. Pour faire redescendre les statues de leur piédestal, imaginez tous ces gens sur le trône, c'est plus efficace. Voilà. Là, on dégringole de plusieurs barreaux sur l'échelle du sexy. Parce que, oui, mesdames et messieurs, même les astronautes font caca. C'est foufou, mais c'est comme ça. Hein. Et croyez bien que si on fait tous caca sur Terre, c'est pas comme George Clooney dans Gravity, ni comme les kilos en trop. Hein. Faut pas rêver, ça disparaît pas une fois arrivé dans l'espace. Et au début de nos séjours un peu plus près des étoiles au jardin de lumière et d'argent, la chanson pourrie dans la tête pour les 6 prochains jours, c'est pour moi. Vous imaginez bien que cette simple opération de routine nécessitait une procédure, une expérience et un doigté, vous allez voir, qui n'était pas encore exactement au point. Ce ne sont pas les astronautes d'Apollo 10 qui vous diront le contraire. Notre histoire se déroule le vendredi 23 mai 1969, quelque part en orbite autour de la Lune. Déjà ça claque. Mais rassurez-vous, on va pas rester dans le cosmic Ogdam très longtemps. Tom Stafford et Gene Cernan étaient de retour depuis quelques heures dans le module de commande que n'avait pas quitté John Young. Les 2 astronautes avaient embarqué dans le module lunaire pour une répétition générale de leur descente vers la Lune, sans toutefois allunir. Le but du jeu était de tester le vaisseau et ses instruments, la manip pour descendre et de survoler la mer de la Tranquillité pour s'assurer que Neil Armstrong et Buzz Aldrin pourraient effectivement s'y poser tranquille mi-mille 2 mois plus tard. De toute façon, le module de descente n'était pas conçu pour allunir vraiment et il n'avait pas assez de carburant pour redécoller au cas où Stafford et Cernan auraient voulu faire les zouaves et devenir les premiers hommes sur la Lune avant la date prévue. Ils auraient certes été les premiers êtres vivants à fouler le sol de notre satellite et seraient ainsi entrés dans l'histoire, mais aussi les premiers êtres morts à joncher le régolithe, ce qui aurait compliqué la parade dans les rues de New York et rendu difficile de pécho dans les soirées mondaines. Ils s'étaient donc abstenus de toute velléité d'héroïsme suicidaire et la mission s'était déroulée comme prévu. Ou presque. En manque de sensations fortes, sans doute, une mission lunaire c'était un peu la routine à l'époque, il s'était dit que ce serait rigolo de faire des erreurs de commande et le module lunaire était parti comme une toupie. Gene Cernan avait ainsi pu voir passer l'horizon lunaire 8 fois en un laps de temps assez court et il n'en aurait pas fallu beaucoup plus pour que le vaisseau devienne totalement hors de contrôle et s'écrase sur la Lune. Heureusement, ils avaient réussi à stabiliser le bousin, dans un juron indigne de vos oreilles délicates, et la mission s'était poursuivie sans heurts. Le juron en question est en note de bas de page pour ceux qui voudraient. Et puis, bon, c'est pas le tout de survoler la Lune dans une boîte de conserve à 15 km d'altitude, il fallait rejoindre le copain resté un peu plus haut afin qu'il ne s'habitue pas trop au luxe d'avoir tout l'espace habitable d'une capsule pour lui tout seul. Nous revoici donc dans le module de commande en orbite lunaire avec nos 3 astronautes à bord qui avaient accompli avec succès le plus gros de leur mission. Certes, il leur fallait encore revenir sur Terre sain et sauf si possible, mais après 6 jours de mission, on pardonnerait aisément un léger relâchement. Que nenni. Ah non, l'espace est un endroit dangereux, extrême, hostile. Et les astronautes sont formés pour être prêts à affronter n'importe quelle situation d'urgence à chaque instant. Heureusement, vu ce qui va se passer ensuite. Alors que Gene Cernan monologuait sur ce qu'il pourrait faire une fois sorti de l'orbite lunaire, Tom Stafford s'écria subitement « Qui a fait ça ?» John Young fut tout à fait surpris par la sortie soudaine de son collègue et demanda bien naturellement « Qui a fait quoi ?» Ce à quoi Gene Cernan ajouta « Quoi ?» et Tom Stafford de répéter « Qui a fait ça ?» en ponctuant sa question d'un rire, sans doute pour signaler que la situation n'était pas critique et qu'il n'allait pas mourir dans d'atroces souffrances découpées par quelque armement extraterrestre. Bon alors vous remarquerez que les dialogues des missions Apollo n'étaient pas exactement du Alexandre Astier, hein, mais que voulez-vous, chacun son métier. Le ça en question était un étron humain, oui, flottant tranquillement dans la capsule, se baladant de ci et de là entre les 3 astronautes, comptant bien profiter de la vue parce qu'il n'y avait pas de raison tout de même d'avoir une origine si modeste et de ne pas jouir d'un panorama cosmique alors que l'occasion lui en était donnée. Ce n'était pas le cas pour toutes les crottes, il faut bien l'avouer.
Bon appétit toujours. Mais rappelez-vous, les astronautes sont formés à réagir dans le calme et la discipline à toutes les situations. Flegmatique, Tom Stafford a donc demandé qu'on lui passe une serviette pour attraper au vol les transfugueurs avant qu'ils ne flirtent avec leur visage, leurs vêtements ou les commandes du vaisseau, ce qui aurait été un peu crade, vous en convenez. Mais quand on pense que nos claviers sont plus dégueulasses que nos cuvettes de toilette, hein, non. C'est véridique, hein, je suis désolée, moi j'ai rien inventé. John Young fut le premier à préciser que l'objet volant, parfaitement identifié, n'était pas de son fait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça un tout petit peu louche quand même, étant donné que personne ne lui avait rien demandé. Évidemment, c'était pas celui des autres non plus. Hein. Tom Stafford précisant que le sien était, je cite, un peu plus collant que ça. Vous êtes en train de lire ce billet dans un salon de thé devant un goûter appétissant? Désolé, surtout si vous avez commandé un éclair au chocolat. Faut pas écrire ça, c'est les enfants, c'est pas bien. Il me semble important à ce stade du récit de vous décrire en détail la manière dont la grosse commission se fait dans l'espace. Ah oui, ça. Je sais, vous redoutiez cette mise au point, mais il y a des choses que vous devez savoir. Et la plus importante d'entre toutes est, oui, c'est sale. Imaginez une colocation. Mais une colocation en CDD, hein, de juste une grosse semaine. Vous êtes 3 personnes et vous partagez 6,2 mètres cubes. Oui, vous avez bien lu, pas entendu. C'est l'équivalent de, disons, l'intérieur d'une grande voiture. On va dire ça. Mais attention, hein, la vue est imprenable et on peut évoluer en 3 dimensions puisque la capsule spatiale en question n'est plus soumise à la pesanteur terrestre. Bon. Dans cet espace aussi vaste que la moitié d'une chambre de bonne qui vous coûterait 750 € par mois, une affaire, même sans les charges, il vous faut travailler, dormir, manger, vous laver, vous raser et vous soulager. Le problème, voyez-vous, c'est que, contrairement au palace parisien que nous venons d'évoquer, il n'y a pas des toilettes sur le palier. Ou alors l'expression se geler le cul prendrait tout son sens. Je suis désolée, mes excuses aux parents. Lorsqu'une envie de déféquer se fait urgente, les Américains l'appellent number 2, s'ils sont trop mignons, il vous faut simplement vous munir d'un petit sac en plastique, aimablement fourni par la NASA, qui ne sera pas prélevé sur votre salaire. Elle est pas belle la vie. Et le scotcher autour de votre anus de manière hermétique, afin d'éviter que des microparticules ou autres gaz aillent volter joyeusement, enivrés par cette liberté soudaine dans l'espace commun. Des compétences en matière d'anatomie sont requises, mais bon, on est quand même en train de parler d'astronautes, hein, pas des derniers des débiles. En revanche, niveau souplesse, je suis moins sûre. Celles et ceux qui ont déjà tenté de s'épiler le sillon interfécier comprendront. Une fois équipés, et j'espère qu'ils avaient quelque étrier pour se stabiliser, parce qu'en apesanteur, c'est quand même coton, vous pouvez faire ce que vous avez à faire. Mais voilà, il n'y a pas à chier, hein. Quand même sur Terre, la pesanteur aide vachement. Non mais c'est vrai, hein. C'est un détail auquel on pense trop rarement quand on fait caca. Ah oui. Bah vous y pensez maintenant. Qui est responsable d'un joli plouf, à part vous, au début. Et ouais, c'est la gravité, mesdames et messieurs. C'est la gravité qui fait tomber l'engin au lieu de nous le laisser coller à notre postérieur, tel le pansement au doigt du capitaine Haddock. Parce que, voyez-vous, l'étron, lui, il ne sait pas qu'il doit tomber. L'étron, il est juste là, tranquille, dans le tunnel, avec la lumière au bout, à attendre son expulsion, à laquelle il se résignera avec plus ou moins de bonne volonté. Alors, quand aucune force fondamentale de la physique ne lui indique comment doit se conclure la délivrance, quand aucune courbure de l'espace-temps n'est assez intense pour le faire glisser tout seul le long d'une pente, il faut lui expliquer autrement, parce qu'il comprend pas bien vite. C'est pas tellement des vifs, hein, les étrons, faut dire. Einstein et eux, ça fait 4. Et c'est ainsi que quelque ingénieur a mis en place une sorte d'emplacement pour un doigt sur le sac. Oui, la solution est de remplacer le boulot de la gravité par une bonne vieille activité manuelle des familles. Autrement dit, c'est toi qui te coltines d'aller tirer tes propres excréments vers l'extérieur. Ah non mais c'est assez astronaute, hein. Bon, oui, ils apprennent tout ça, on va même Thomas Pesquet, hein, il est beau gosse et tout, mais... c'est moi sexy là. Je sais pas si les enfants... Tu veux plus être astronaute? Et encore, tu sais pas tout. Allez, voilà, on va m'arrêter.
Alors je sais pas si ça leur faisait le même effet que ça m'a fait à l'hôpital avec un haricot, mais personnellement j'avais bien du mal à me laisser aller à faire quoi que ce soit. Et à l'époque, ils n'avaient même pas droit à une intelligence artificielle dans un coin pour les encourager avec un « Poussez, monsieur, poussez !» C'était vraiment la loose, mais jusqu'au bout. Bon, et une fois que la petite affaire est terminée, il fallait décrocher le sac en faisant gaffe que son contenu n'aille pas s'envoler partout, s'essuyer avec des lingettes, les jeter dans le sac, ajouter un germicide pour tuer les bactéries. Alien n'était pas encore sorti au cinéma, mais les gars se méfiaient déjà. Et mélanger le tout. Oui. L'opération durait tout de même entre 3 quarts d'heure et 1 heure. Pendant une demi-heure. Alors je sais pas vous, mais même moi qui aime bien traîner aux toilettes, rien d'y penser, je préfère être constipée. Non mais vous vous rendez compte, c'est l'équivalent d'un aller Paris-Reims, la cité des sacres. Ouais, je file la métaphore du trône jusqu'au bout, ouais, je t'avoue. Et ils avaient pas Candy Crush à l'époque. L'horreur. Bon, alors du coup, on comprend aisément qu'à la fin, ils aient juste envie de se barrer, faire autre chose, et qu'ils ne prennent pas le temps de fermer correctement et hermétiquement leur petit sac pour éviter qu'un ou deux étrons aient les moyens de se faire la belle. On comprend, mais quand même, un étron qui se balade pépère dans une capsule Apollo, ça fait désordre.